la qualité du travail de mes bijoux est exceptionnelle et la précision nécessaire pour réaliser mes dessins est exigeante. Donc, j'avais l'impression, et j'ai peut-être une prétention, mais que cette capacité de faire quelque chose de précis, de qualité, allait être très appréciée par les Chinois, car je sais que la clientèle chinoise est exigeante, qu'elle apprend vite, qu'elle veut apprendre. Bonjour et bienvenue dans votre émission Dialogue à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Isabelle Langlois, petite fille et fille de lapidaire et fondatrice de la maison qui porte son nom. Le 6 mars 2025, elle a exposé ses plus belles créations lors de la deuxième édition de Savoir-faire en lumière, l'excellence à la portée des consommateurs chinois, organisée par le comité d'échange franco-chinois de la CCI Paris-Île-de-France. Sans aucun doute, Isabelle Langlois s'intéresse beaucoup au marché chinois. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 mars 2025, nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France pour assister à la deuxième édition de l'événement Savoir-faire en lumière, l'excellence française à la portée des consommateurs chinois. Eh bien, quelles sont les spécificités de cette deuxième édition ? Au programme, une exposition de marque, une conférence de haut niveau sur le marché de l'art de vivre en Chine, un déjeuner raffiné offert par le bureau de représentation du Yunnan, un atelier sur l'e-commerce transfrontalier, un défilé de mode et un cocktail de clôture. Une journée bien remplie pour promouvoir les échanges entre Français et Chinois. Mandarin TV a choisi de braquer ses projecteurs sur la première partie de cet événement. C'est au premier étage qu'une dizaine de marques françaises d'exception exposaient leur savoir-faire unique. Camus, Faïencerie de Gien, Isabelle Langlois, Paris Thermes, Sabre, Pétrus. Isabelle Langlois, bonjour. Bonjour Camille. Merci de vous être rendue disponible pour venir répondre à nos questions. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi de participer à cet événement intitulé Savoir-faire en lumière, l'excellence française à la portée des consommateurs chinois? Tout d'abord, c'était un événement très bien organisé, très élégant, je veux dire, très parisien, n'est-ce pas? Ça vous a plu aussi? Tout à fait. Et puis, la deuxième raison qui est quand même importante, c'est quand j'ai créé ma marque il y a 30 ans, bijoux, le premier pays auquel je pensais, c'était la Chine. Étonnant, il y a 30 ans. Oui, il y a 30 ans. Et j'ai grandi dans une famille de lapidaires négociants en pierre. Et mon père voyageait énormément en Asie du Sud-Est. Et nous avons grandi avec la fascination pour la civilisation chinoise. Nous avions vraiment que cette envie, c'était d'aller... J'ai vraiment fait ça pour ça. Et ça fait plus de 10 ans que je vends des bijoux en Chine. Il y a 30 ans, la Chine, en fait, était en pleine transformation industrielle. C'était un marché qui s'ouvrait de plus en plus. Mais si j'ai bien compris, le pouvoir d'achat des consommateurs chinois n'était pas encore celui d'aujourd'hui. Et pourquoi y avez-vous pensé ? Alors, j'ai pensé parce que j'avais beaucoup travaillé pour les grandes marques, donc je savais que ce marché des Chinois, les Chinois allaient avoir envie, d'abord aller monter. Je savais que la Chine allait se développer très vite, tout le monde le savait. Aujourd'hui, ça se développe encore plus vite. Encore plus vite, nous sommes d'accord, mais déjà il y a 30 ans, on le savait, que le potentiel était colossal. Quel flair commercial, ouais. Et donc, je me suis dit, en Chine... Quand les Chinois vont commencer à avoir de l'argent, ils vont avoir envie, les femmes chinoises auront envie de diamants. Mais les hommes chinois aussi portent volontiers des bijoux, plus que les Français. Et voilà, l'or bien sûr, mais ça ils l'avaient déjà. Mais les bijoux diamants, ça va être quelque chose qui va faire briller leurs yeux. Et puis, ils vont avoir envie des marques françaises. Et des marques françaises de joaillerie qui auront leur propre distribution certainement. Et ensuite... Un jour, les Chinois vont aimer la couleur parce que dans leur culture, il y a beaucoup de couleurs. Ça, c'est vrai. Il suffit de voir tout ce qui est en porcelaine et tous les vêtements absolument colorés des impératrices et des empereurs. Donc,
la culture chinoise réapparaîtra. Je pense qu'un jour, les Chinois vont avoir l'appétence pour la culture occidentale parce que ça va avec un développement et peut-être une frustration. Et puis, ils vont de nouveau avoir la maturité de tous les consommateurs du monde. Et là, moi, j'aurais été dans l'ombre, tapis, pour leur proposer quelque chose de très français, parce que j'avais la conviction que les Chinois aimaient les Français. Ah oui, tout à fait, la culture française, surtout l'art de vivre à la française. Voilà, et donc je pensais que ma marque comme ça s'inscrirait dans cette mouvance et ce monde brillant de la France. Ça faisait partie de cela. Donc une marque française, mais sur la couleur, et vraiment la couleur mélangée, la couleur sous toutes ses formes. Ouais. Quels sont les atouts de votre marque, sachant que sur le marché chinois, il n'y a pas que vous? Alors, mes atouts, bon, d'abord, il faut qu'ils aiment mes bijoux et mes dessins. Mais mon premier atout, c'est la qualité de ma fabrication et la qualité de la taille des pierres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand il s'agit de pierres dites fines, Pierre fine, oui. c'est-à-dire pas les saphirs, rubis, émeraudes, diamants, souvent les joailliers les traitent avec un peu de mépris, ne tirent pas le meilleur de ces pierres. Et moi, avec la culture de ma famille, On va y revenir. la qualité du travail de mes bijoux est exceptionnelle. Et la précision nécessaire pour réaliser mes dessins est exigeante. Donc, j'avais l'impression, et j'ai peut-être une prétention, mais que cette capacité de faire quelque chose de précis, de qualité, allait être très appréciée par les Chinois, car je sais que la clientèle chinoise est exigeante, qu'elle apprend vite, qu'elle veut apprendre. Et les Chinois, c'est un parallèle qui n'est pas très culturellement correct, bien sûr, mais les Chinois et les Japonais sont des clients très exigeants. Ça, j'avais aucun doute là-dessus. Or ça, je n'ai aucun doute non plus sur la qualité de ce que je fais. Est-ce que vous avez eu des retours de vos clients chinois, puisque vous êtes sur ce marché depuis une dizaine d'années, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis allée plusieurs fois rencontrer des clients chinois, des clients privés. Et je dois dire que c'était toujours une fête. Ah, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes? Finalement, on se dit c'est un monde assez fermé quand même. Surtout, je vais dire, c'est pas tous les jours qu'on discute avec, on va dire, une spécialiste de la pierre précieuse comme vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passait une rencontre avec vos clients chinois? D'abord, les Chinois sont des gens très conviviaux. J'ai vu des événements réalisés dans des joailleries qu'à l'époque, on ne faisait pas tellement en France. Maintenant, on le fait, mais à l'époque, ça ne se faisait pas à ce point-là. C'est-à-dire, ils organisaient des fêtes? Oui, des cocktails, Ouais. des événements où on venait avec une manucure, tout un événement où les femmes pouvaient se faire maquiller, coiffer. C'était très complet, très riche. À Pékin ou à Shanghai? C'était à Shanghai. À Plutôt. Shanghai, Pékin, vous étiez à Shanghai, ouais, d'accord. à Shanghai, et même à Shuozhou, à Suzhou, oui. Denzhou. Ouais, Donc, ouais. et c'était des événements vraiment tournés vers la personne, le client particulier, privé. Et puis, ensuite, moi, je les rencontrais. J'étais associée à ces moments-là. C'était assez formidable pour moi parce que c'était assez rare. Ça servait à promouvoir vos produits finalement. Oui, c'était une occasion où j'allais pouvoir montrer mes bijoux Exactement. et les expliquer. Et j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, ce n'était pas toute la population, mais j'ai rencontré des femmes absolument merveilleuses qui adoraient que je leur dessine des bijoux pour elles. Ah. Et moi, j'adorais le faire aussi. Ouais. Et vous dessinez en même temps. Hein. Ouais. Je dessine, oui, bien sûr. Ouais, Donc, c'était ça qui était très amusant. Et donc, c'était des rencontres autour d'événements, autour de fêtes organisées par vos clients chinois. Absolument. Mais est-ce que c'est essentiellement, c'est aussi lors de ces rencontres que se vendaient vos bijoux? Ah non, en fait, ils se vendaient avant et après. Ah oui. Moi, je venais là vraiment uniquement pour ces événements-là. Mais sinon, non.
Mais On en vendait, bien sûr, ils en vendaient à ce moment-là. Enfin, j'espère. Je ne sais même pas exact. Enfin, forcément. Mais enfin, c'était pas. Ils vendaient en dehors de ces moments-là. Ouais, ouais. Et vos canaux de distribution, c'est online, offline ou les deux? Absolument pas online. Moi, je suis Ah, tout pas à online. fait non réfractaire. Ah D'abord, oui. vous savez, vous avez déjà remarqué que d'un ordinateur à un autre, la photo, les couleurs sont différentes. Tout à fait. La même photo n'est pas la même. Donc, de toute façon, je pense que le online n'est pas très adapté à mon bijou, puisque c'est un bijou très coloré. Et puis très haut de gamme. Hein. Voilà, Très haut en de gamme. plus cher. Très cher, Donc, ouais. même sur les marques très très connues, un bijou au-dessus de 1000 € online, c'est assez rare. Mais moi, je ne voulais pas que ce soit online parce que j'ai peur, c'est très compliqué la couleur. C'est plus subtil. Ça veut dire qu'en Chine, vous avez un magasin, c'est ça, hein? Alors, ce n'est pas mon magasin. J'ai eu un magasin à mon nom à Macao, pas en Chine. En Chine, ils avaient, mon client avait créé des magasins où il y avait plusieurs marques, dont la mienne. Et mais j'étais vendue dans des magasins qui étaient des joailliers traditionnels, comme il y en a en France. On avait le même mode de fonctionnement. Et pourtant, des marques comme L'Oréal, LVMH, de mémoire, hein, vendent aussi, commencent à vendre leurs produits online. Absolument. Alors donc, Oui, il est certain, mais vous avez êtes raison, Camille. réticente. Moi, je suis réticente. D'abord, ça pose des tas de problèmes de maîtriser sa distribution sur la D'image. totalité C'est ça. d'un territoire. Ils sont beaucoup mieux armés que moi pour défendre le respect d'un comprends. prix. C'est trop Ouais, compliqué sinon. Moi, je ne vais pas pouvoir imposer. En plus, je crois que de toute façon, mon bijou n'est pas très adapté online. Mais même les marques comme les LVMH et Richemont ou Kering ont vendu en Chine des bijoux C'est online. ça. Mais vous remarquerez que c'est presque toujours de l'or et des diamants, ou quelquefois avec aussi ce qu'on appelle des pierres dures, c'est-à-dire des pierres comme le lapis lazuli, la malachite, qui ne sont pas les pierres très chères, qui ne sont pas les pierres qui font la valeur du bijou. Alors que sur mon bijou, les pierres font la valeur du bijou. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait sur la même catégorie. Hein. Vous, c'est vraiment très haut de gamme. Bah, ils font de la très haute joaillerie aussi. Mais c'est vrai qu'on peut trouver dans une grande marque un bijou moins cher que des bijoux chez moi. C'est vrai. Mais ils ne sont pas faits avec autant de valeur. Mais ils ont une valeur statutaire. Ils ont une valeur de la marque elle-même, de ce qu'elle véhicule comme image, ce qui est important aussi. Isabelle Langlois, c'est une marque que vous avez créée dans le but essentiellement de vendre aux consommateurs chinois, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, vous qui êtes basé à Paris, vous êtes quand même assez loin, enfin très loin même de la Chine sur le plan géographique. Comment pouvez-vous connaître leurs besoins, leurs attentes alors quand vous concevez vos produits? Alors, la première chose, c'est que quand j'ai commencé ma marque, évidemment, même si mon objectif c'était la Chine, il a fallu que je vende à d'autres, parce qu'à l'époque, le consommateur chinois n'était pas encore prêt. Hein, voilà. Et puis, je savais que pour être une marque française reconnue en Chine, il fallait vendre en France. Sinon, je n'aurais pas été une vraie marque française. Exactement. Ouais. Donc, on commençait par le commencement. Et puis, il y a déjà, je pense, 24 ans, j'ai commencé à exposer au salon de Hong Kong. Et c'est d'ailleurs eux qui sont venus me chercher à Bâle. J'exposais à Bâle et ils m'ont demandé de venir exposer à leur salon de mars. C'était organisé par le gouvernement de Hong Kong. Et ça, c'était... Hong Kong, c'est une ville merveilleuse. Hein. Et on a passé donc, toutes ces années, j'ai exposé à Hong Kong et j'ai pu rencontrer... plutôt, j'ai commencé à vendre en Australie, j'ai commencé à vendre au Japon, et puis j'ai rencontré un premier joaillier chinois. En fait, toutes vos expériences, hein, que ce soit en Chine ou à Hong Kong, ça vous a conforté dans l'idée que votre choix initial, qui consistait à vendre aux Chinois, ça vous a conforté dans cette idée-là. Hein. Absolument, ça m'a conforté dans cette idée-là. Ouais. Et il y a même une étape où j'avais rencontré une charmante Chinoise installée à Macao, qui a ouvert dans l'hôtel The Parisian, qui est un hôtel... magnifique avec une tour Eiffel de 150 mètres devant.
une boutique uniquement Isabelle Langlois. Donc ça, je me suis dit, voilà. Et avec Mani, qui est une merveilleuse personne, qui était une grande compte formidable, on a ouvert cette boutique, mais évidemment, est arrivé après tout un tas de problèmes avec les visas. Les Chinois n'ont pas pu aller à Macao aussi souvent. Là-dessus est arrivé le Covid. Bon, c'était trop compliqué. On a arrêté cette activité. Pour l'instant, elle est en sommeil. C'est dommage. Ouais. Mais bon, si Mani aimait et pensait comme moi qu'il y avait une clientèle chinoise, elle qui est parfaitement chinoise, c'était réconfortant. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de votre famille et votre parcours, hein? Parce que c'est une histoire passionnante. Alors c'est une histoire, bien sûr, moi qui me passionne, mais ma famille est une famille de lapidaires qui vient de la montagne du Jura. Le Jura, c'est le long de la frontière suisse. D'ailleurs, il est moitié suisse, moitié français. Et depuis des siècles, ils taillent les pierres l'hiver. C'est une région très froide, avec beaucoup de neige, 6 mois de l'année, minimum. Et l'horlogerie, qui était française, est devenue, sous Louis XIV, suisse, parce qu'ils étaient protestants. Les artisans, à l'époque, beaucoup de ceux-là étaient protestants. Et a été mis au point un système pour faire un mécanisme dans la montre qui est très fiable. Il fallait que les contre-pivots soient en rubis. Alors, le pivot d'un système de montre, d'un mouvement de montre, vous imaginez comme c'est petit, donc il devait travailler des choses très précises et en quantité, parce qu'il en fallait, le plus c'était 18 rubis par mouvement, plus toute la richesse de la montre elle-même ou de l'horloge. Donc, ces lapidaires jurassiens, bien qu'ils étaient perdus dans la montagne. Vous avez grandi là-bas? Alors moi j'ai grandi à Paris, mais j'ai passé toute mon enfance avec mon grand-père, toutes mes vacances avec mon grand-père. Lui, vous l'avez vu né travailler, là-bas. hein? Et il m'a emmené voir les lapidaires tous les étés. Je passais, mais pas seulement l'été, on allait voir les lapidaires et surtout ceux qui devaient décider dans une pierre brute quelle pierre devait être taillée. Ça me fascinait. Pas facile, c'est un caillou, vous avez une petite lampe, et il faut décider ce que vous allez en faire. Ça, c'était un grand jeu. Voilà. Il fallait aussi les outils qui allaient avec, non? Mais là, c'était avant que personne ne touche à la pierre. C'est juste, vous avez votre caillou, votre lampe, vous le regardez et votre cerveau commence à concevoir entre les endroits des inclusions que vous imaginez, mais aussi l'axe de la couleur, parce que les pierres n'ont pas la même couleur suivant les axes. Certaines pierres l'ont, mais la plupart des pierres ne l'ont pas. Voilà, donc ça me fascinait. Donc ça, c'est mon origine. Et moi, j'ai eu envie de faire des bijoux. Voilà, je suis une fille. Et mes cousins, mes frères ont tous des entreprises qui sont toujours dans cet héritage familial. Et moi, je crée des bijoux. Et votre père aussi, hein, qui a repris l'entreprise de votre grand-père, n'est-ce pas? Alors, il a travaillé avec mon grand-père, mais il a créé sa propre entreprise aussi. Toujours tout le monde est très indépendant chez nous. Tous ensemble, mais indépendants. Donc, tous les bijoux que vous vendez aux consommateurs chinois, en fait, ça a comme matière première les pierres fournies soit un frère, soit un cousin. Ouais. Absolument. Tout à fait. Je ne pourrais pas faire les bijoux que je fais si je n'avais pas une relation privilégiée avec un lapidaire, vous voyez. Et dans mon atelier, il y a le joaillier et le lapidaire à côté. Et ça, ce n'est pas le cas dans les ateliers habituellement. Il y a des entreprises qui sont des entreprises de lapidaires et de négoce, et puis des ateliers de joaillerie, où on a des sertisseurs, des fondeurs et des joailliers, mais pas de lapidaire à côté du joaillier. Et moi, c'est ça que j'ai. Depuis que cette épidémie de coronavirus est passée, est-ce que vous allez régulièrement en Chine? Alors, incontestablement, le coronavirus a rebattu beaucoup de cartes. Déjà, nous, on s'est redéveloppé incroyablement sur le marché français, donc on n'avait plus tellement le temps d'aller en Chine. Là, on retourne à des situations normales, et du coup, c'est pourquoi j'ai participé à cet événement Art de Vivre à la française, parce que je voudrais retrouver un distributeur en Chine, parce que mon distributeur historique, avec qui j'ai une très bonne relation. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché pendant longtemps, mais là, aujourd'hui, ils se posent des questions. Le Covid les a vraiment touchés très, très grave.
durement, très durement. Et je pense pas seulement à un problème de business, mais aussi un problème moral. Et voilà, ça a été une épreuve. Et c'est vrai qu'en Chine, ça a été plus raide, j'ai l'impression. Puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, vous êtes en train de chercher d'autres partenaires chinois, eh bien, il y a un grand événement commercial qui se profile à l'horizon, c'est l'exposition internationale de la Chine sur l'importation qui va avoir lieu en novembre. Est-ce que vous pensez y aller? Bien sûr, j'en rêve. Il faut voir bien sûr les conditions, mais non, mais tout à fait. Bien sûr. C'est voilà, c'est pas en restant chez moi à Paris que je vais trouver ces nouveaux partenaires, parce que ça va être quelque chose de plutôt de l'ordre du partenariat. Tout a évolué et tout est plus construit. Moi-même, je suis mieux préparée et plus construite pour trouver un distributeur en Chine, et donc tous ces événements ont beaucoup d'intérêt pour moi. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès, à la beaucoup, fois Camille. avec vos nouveaux partenaires chinois et surtout lors de cette exposition en Chine en novembre. Merci Camille, j'espère aussi que ce sera une belle exposition. À bientôt alors. À bientôt.